vous avez entendu cette semaine, la semaine dernière, les patrons, certains patrons de la PHP, vous expliquaient que c'était full, et qu'à ce titre, nous allions devoir, disait-il, trier des patients, que c'était tellement sérieux, il nous fallait confiner 5000 lits de réanimation, 5000 patients, le compte est vite fait, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. D'abord, il faut dire aux Français qu'on ne va pas les abandonner. Non, mais c'est important parce que la tribune a été compliquée. La seule chose, c'est que l'offre de soins sera dégradée. Sera dégradée pour tout le monde, pour les Covid et pour les non-Covid. Mais jusqu'à une situation, et si on la laisse monter, qui sera une situation à la Lombarde, où là, les familles comprendront que les patients mourront sur les brancards. C'est ça qu'on veut. Et ces jours-ci, le président de la République, avant-hier, a dit que nous porterons à 10 000 le nombre de lits de réanimation, ce qui lui vaut la raillerie et la moquerie d'un certain nombre de chefs de service qui disent que c'est impossible, tandis que la presse se déchire sur cette question. Peut-on raisonnablement, véridiquement, si je puis dire, vraisemblablement, augmenter la capacité de lits de réanimation à 10 000? C'est la question qui occupe toute la presse cette semaine. Eh bien, je vous dis, ce n'est pas la question qui m'occupe. Cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays. Bonjour les amis. La PHP vient de tenter un coup d'État contre Macron. Mais mercredi, après avoir écouté notre bien-aimé président, je me suis dit « Ouf, il a échappé au putsch des blouses blanches et je l'ai approuvé. » Non, attendez un peu avant de m'insulter dans les commentaires. Ne jetez pas tout de suite des cailloux sur vos écrans. Non, je ne suis pas un europhile vendu à l'oligarchie macronarde. Macron a tenté de résister à ce coup d'État. Il a évité le pire. Mais a-t-il vraiment résisté? A-t-il vraiment tout fait pour éviter les restrictions drastiques réclamées par les enfermistes de la médecine administrative? Eh bien, c'est ce dont nous allons discuter pendant un petit moment. Générique. Le dimanche d'avant, 41 pontes de la PHP publiaient une tribune incendiaire expliquant que nous allions vers une catastrophe sanitaire, qu'on serait obligé de faire le tri entre les malades, qu'on verrait les malades mourir sur des brancards si on ne reconfinait pas toute la France de manière stricte, école comprise. C'était un véritable coup d'État avec les Deray, les Martin Hirsch, les Karine Lacombe et les Pialou. Un carteron de blouse blanche, presque à la retraite, pour déstabiliser notre jupitérien président, le futur prix Nobel d'épidémiologie. Macron avait fait le pari de ne pas reconfiner. Tout juste un petit confinement déconfiné comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Il se vantait d'être à la tête du pays qui avait le moins fermé les écoles. C'était le pari de Macron, le pari historique de Macron, encore plus historique que le pari de Pascal. Un pari qui peut s'expliquer un peu par la proximité des élections présidentielles. Macron, l'homme qui n'a pas reconfiné. Macron, l'homme qui n'a pas fermé les écoles. Macron, l'homme qui a rendu la liberté aux Français. C'est bon tout ça
pour les élections présidentielles. Et puis voilà, il y a eu cette tribune des enfermistes destinée à semer la panique. D'abord, il faut dire aux Français qu'on ne va pas les abandonner. Non, mais c'est important parce que la tribune a été compliquée. La seule chose, c'est que l'offre de soins sera dégradée. Sera dégradée pour tout le monde, pour les Covid et pour les non-Covid. Mais jusqu'à une situation, et si on la laisse monter, qui sera une situation à la Lombarde, où là, les familles comprendront que les patients mourront sur les brancards. C'est ça qu'on veut éviter. Le tri des malades, les patients morts sur des brancards, est-ce que c'est vraiment cela qui risquait d'arriver? Écoutons plutôt ce qu'en pense Maître Divisio. Vous avez entendu cette semaine, la semaine dernière, les patrons, certains patrons de la PHP, vous expliquer que c'était full, et qu'à ce titre, nous allions devoir, disait-il, trier des patients, que c'était tellement sérieux, il nous fallait confiner 5000 lits de réanimation, 5000 patients, le compte est vite fait. Nous n'avons plus aucune marge de manœuvre, plus aucune place pour des accidents de la route, pour des pathologies graves, pour des attentats, enfin tout ce qui fait la vie d'une société. En somme, il n'y a plus aucune place en réanimation aujourd'hui, et c'est à ce titre qu'ils exigeaient une réaction forte du chef de l'État qui les a partiellement entendus, nous y reviendrons, en exigeant donc un confinement strict. Il faut sauver des vies, restez chez vous pour sauver des vies. Alors, qu'en est-il? Les lits de réanimation, désormais, c'est une actu un peu frelatée, parce qu'on vous explique depuis 1 an que nous avons une capacité d'accueil de 5000 lits de réanimation, tandis que Olivier Véran vous avait expliqué l'année dernière que nous pouvions porter sans peine le nombre de lits à 10, tandis que d'autres disent à 12, voire à 15. Et ces jours-ci, le président de la République, avant-hier, a dit que nous porterons à 10 000 le nombre de lits de réanimation, ce qui lui vaut la raillerie et la moquerie d'un certain nombre de chefs de service qui disent que c'est impossible, tandis que la presse se déchire sur cette question. Peut-on raisonnablement, peut-on véridiquement, si je puis dire, vraisemblablement augmenter la capacité de lits de réanimation à 10 000? C'est la question qui occupe toute la presse cette semaine. Eh bien, je vous dis, ce n'est pas la question qui m'occupe. Cette question ne m'occupe pas parce que nous n'avons pas 5000 patients en réanimation. C'est faux. La réanimation, juridiquement, obéit à une définition précise. Il s'agit, pour faire simple, des lits qui accueillent des patients avec des détresses multi-organiques nécessitant une assistance respiratoire. Si on veut faire simple, c'est vraiment l'ultime endroit, c'est l'ultime recours, c'est l'endroit de tous les dangers. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons un taux de mortalité assez important en réanimation, parce que nous y faisons entrer des patients d'une très grande fragilité, sur lesquels nous allons pratiquer des manœuvres particulièrement invasives, et donc forcément, ils sont plus sujets que ne le seraient d'autres à, évidemment, faire des formes graves de maladies. C'est vraiment particulièrement difficile d'exercer en réanimation parce que la mort y est présente au quotidien. Sauf que, eh bien, ce mot réanimation, je crois l'avoir déjà répété plusieurs fois, mais je le redis ici sans être interrompu pour une fois, ce mot réanimation a changé de sens à la faveur de la crise sanitaire, puisque en février 2020, une nouvelle définition lui a été donnée par la Direction générale de la santé, au terme de laquelle, eh bien, réanimation, ça ne voulait plus seulement dire ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire des lits qui accueillent des patients avec des défaillances multiorganiques, mais ça veut aussi dire lits de soins critiques et de soins intensifs, de soins continus, de soins intensifs. La notion de soins continus s'entend de patients qui ont besoin d'une surveillance continue et rapprochée. La notion de soins intensifs s'entend, elle, de patients qui ont besoin d'une surveillance rapprochée, mais qui n'ont qu'une défaillance mono-organique. Pour faire simple, et si je résume, quand vous avez besoin d'oxygène
à haut débit, vous êtes placé en soins intensifs. Quand vous avez besoin d'une surveillance continue parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, eh ben, vous êtes placé en surveillance continue. Et lorsque vous êtes intubé, vous passez en réanimation. Bien. Sauf que tout ça, aujourd'hui, se confond dans ce mot de réanimation. Et quand on vous dit qu'on a 5000 personnes en réanimation, eh bien, nous n'avons pas 5000 personnes intubées, nous avons 5000 personnes réparties entre les lits de soins intensifs, les lits de soins continus et les services de réanimation. Le nombre de lits de soins continus et soins intensifs en France, il est exactement de 14 000, si l'on en croit la Cour des comptes et l'adresse. Donc vous imaginez bien que si nous avons 14 000 lits et, pour faire simple, environ 2500 à 3000 patients qui occupent ces lits, eh bien nous avons une marge qui est extrêmement importante puisqu'il nous reste 10 000 lits occupables, si je puis dire. Et nous voilà au cœur du mystère. Alors, les décodeurs du monde ont cru devoir me prendre à partie tout en reconnaissant ces chiffres justes, mais en indiquant que certains de ces lits n'étaient pas armés, n'étaient pas occupables, puisqu'il n'y avait pas de personnel qui leur était dédié, ce qui est quand même une première curiosité. Nous avons donc des lits que nous comptabilisons, mais ces lits ne sont pas utilisables. Et dès lors, ça pose une question, qui est celle de savoir, mais si nous avons un certain nombre de lits qui ne sont pas armés, comme on dit, et prêts à accueillir des patients, mais combien? Combien? C'est une vraie question. Et que faudrait-il alors pour qu'ils puissent en accueillir? Que faudrait-il pour que demain matin, nous puissions transférer des patients dans des lits réellement disponibles? C'est quand même un premier critère, c'est une première question. Et je suis surpris que ça n'intéresse personne. Et nous poserons la question aux hommes politiques que nous verrons. Nous leur demanderons pourquoi est-ce qu'ils ne posent pas eux-mêmes cette question du nombre de lits de réanimation, puisque nous savons, je le répète, que nous avons certes 5000 patients en réanimation, mais qu'en réalité, sur ces 5000 patients, nous en avons plus de la moitié, puisque les chiffres vous disent qu'en substance, seuls 35% des patients sont intubés. Donc nous avons quand même 65% des patients qui sont dans des lits de soins intensifs ou de soins continus. C'est-à-dire que nous avons 2500 patients en moyenne qui occupent ces lits sur 14 000 disponibles. Alors on me dit pas 14 000, d'accord, mais combien? Pendant ce temps, plein de classes étaient fermées à cause de nombreux cas d'enfants positifs ou d'enseignants positifs. Eh oui, parce que entre-temps, on s'était mis à tester beaucoup les enfants des écoles. Les profs positifs n'étaient pas remplacés et certains exerçaient leur droit de retrait. Les parents d'élèves s'affolaient. Alors, vous aviez une pression des écoles et une pression des alarmistes de l'AP-HP qui s'abattaient sur Jupiter, et Jupiter a parlé. Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Alors oui, le virus circule dans les établissements scolaires, mais pas plus qu'ailleurs. Et l'éducation de nos enfants, elle, n'est pas négociable. L'école n'est pas négociable. C'est pourquoi nous devons prendre nos responsabilités. Oui, il faut freiner le virus. Aussi, nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Macron a cédé. Il a cédé un peu, un petit peu. Il a cédé au coup d'État. Parce qu'il ne fait pas de confinement strict. Non, non, là, il tient bon. Mais il étend le confinement déconfiné à tout le territoire. Alors, ça change rien, à part le fait qu'il y a encore plus de commerces fermés, encore plus de misère économique, sociale et psychologique. Les écoles, elles seront fermées de 3 semaines à 1 mois. Oui, mais avec les 15 jours de vacances scolaires. Oui, mais ces vacances scolaires, elles sont complètement chamboulées, ce qui n'a pas permis aux familles de s'organiser. Allez, passons sous silence les habituelles bavures bureaucratiques
comme l'histoire des assistantes maternelles, d'abord fermées, 2 heures après, on ne sait pas, et puis finalement, elles sont ouvertes. Pour les écoles, les collèges et les lycées, après tout, on peut dire que c'est juste 9 jours de scolarité en moins, une parenthèse, comme dirait Blanquer. Donc, Macron a un peu cédé aux putschistes en blouse blanche, mais en même temps, il n'a pas cédé, puisque le confinement est juste déconfiné et que les écoles restent ouvertes à une parenthèse près. Mais il nous exhorte à redoubler d'efforts. Nous devons, pour les mois à venir, fournir chacun un effort supplémentaire. C'est cela ce que je nous demande collectivement ce soir. Un effort des soignants d'abord, pour augmenter nos capacités en réanimation. Il demande aux soignants de redoubler d'efforts. Il manque pas de culot, ils apprécieront les soignants, eux qui sont au bout du rouleau, au bord du burn-out et qui s'exposent au risque de contamination sans compter leur temps pour un salaire honteusement bas. Et pourtant, en l'écoutant mercredi soir, je l'ai approuvé, comme 70% des Français. Mais arrêtez de m'envoyer des cailloux, laissez-moi m'expliquer. Comme 70% des Français, je l'ai approuvé sur le moment, parce que j'avais eu tellement peur d'un confinement strict, sous cloche, à la maison, avec toutes les catastrophes que cela aurait engendré, que je me suis dit, ouf, ouf, on l'a échappé belle. Mais s'il avait dit, je n'ai pas d'ordre à recevoir de la PHP, s'il avait dit, je ne change rien, à part peut-être quelques aménagements concernant les vacances scolaires, s'il avait dit, je rouvre les musées, les cinémas, les théâtres et les salles de concert avec des jauges, je rouvre les terrasses de café et des restaurants parce qu'on se contamine beaucoup moins dehors, en plein air, alors là, il aurait vraiment résisté aux enfermistes. Mais il ne l'a pas fait. Il a perdu son pari. Début mars, il renvoyait cette éventualité à mi-avril. Début avril, il la renvoie à mi-mai. Je crains que début mai, il la renvoie à mi-juin et ainsi de suite. Mes chers compatriotes, les efforts d'avril d'une part et le déploiement de la vaccination d'autre part, c'est cette tenaille qui va nous permettre de contenir progressivement ce nouveau virus. Cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays, à retrouver cette culture qui nous a tant manqué, à retrouver les lieux de rencontre, les commerces, à retrouver cet art de vivre à la française que sont les restaurants, les cafés que nous aimons tant. En fait, Macron et son gouvernement ont tout fait de travers. On ne va pas revenir sur les masques qui ne servaient à rien, sur le testé, tracé, isolé que les bureaucrates ont été incapables de mettre en place, sur l'absence de capacité de séquençage, contrairement aux Anglais. Depuis 1 an, on n'a tiré aucune leçon sur nos capacités hospitalières, réanimation ou pas. Depuis 1 an, on a poursuivi la politique de fermeture de lits et même de fermeture d'hôpitaux, politique correspondant aux injonctions de la Commission européenne et dont messieurs Véran, Salomon, Castex et Martin Hirsch ont été les agents avec Marisol Touraine, qui était alors ministre de la Santé. Et même avant elle, on a mis 1 an pour fermer ou contrôler les frontières. Et encore, je ne suis pas allé vérifier pour voir si elles étaient vraiment fermées. Tout cela au nom du dogme européen,
alors que même les autres pays d'Europe le faisaient. On n'a pas étudié sérieusement les possibilités de traitement, à part le remdesivir dont l'Union européenne a acheté pour 1 milliard d'euros, alors que tout le monde sait maintenant que ça ne sert à rien, que c'est inefficace et en plus que c'est dangereux. Je ne reviens pas sur la guerre de la chloroquine. Allez, on ne va pas revenir sur cette vieille histoire. Mais quand même, on refuse d'étudier des médicaments comme l'azithromycine, l'ivermectine, ou le zinc tout simplement, et même la vitamine D. L'Institut Pasteur de Lille propose un médicament pas intéressant, pas de subvention. C'est finalement Bernard Arnault avec LVMH qui va mettre la main au portefeuille. C'est normal ça? On mise tout sur les vaccins. Très bien, on mise tout sur les vaccins. Les vaccins, oui, encore faut-il s'en donner les moyens. Mais nous avons été incapables de mettre au point un vaccin. Je ne parle pas seulement de Sanofi. Il y avait une boîte à Nantes qui en développe un. Pas intéressant. Pas de subvention. Du coup, ce sont les Britanniques qui en ont acheté des doses à cette boîte, voilà. Et en plus, ils leur ont ouvert une usine en Écosse. Non, nous, les vaccins, on s'en remet à l'Union européenne avec le succès que l'on sait. Et le vaccin russe? Ah non, non, pas question, les Russes sont méchants, hein. Non, 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 non. Ah, il y a pourtant des petits malins, même européens, comme la Hongrie, qui achètent le vaccin russe, en plus des vaccins qu'ils achètent avec l'Union européenne. Et il paraît que l'Allemagne va en faire autant. Pas fou, les Allemands. Alors pourquoi pas nous? Ah non, 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 non. Jamais, jamais, en dehors de l'Agence européenne du médicament. Non, non, jamais. L'Europe est le dernier de la classe pour la vaccination. Et la France est le dernier ou presque le dernier de la classe dans l'Europe. Même un petit pays comme Cuba est en train de développer 3 vaccins. Nous, la honte. Si on en croit Covid Tracker, au rythme actuel, il faudra attendre mars 2022 pour que toute la population française soit vaccinée. La France, toujours en avance. Alors que signifie cette bouffonnerie de faire un vote non contraignant à l'Assemblée après un insipide discours de Castex, un vote simplement pour entériner la décision déjà prise du seul Emmanuel Macron, grand épidémiologiste mondial. Le Rassemblement national et Dupont-Aignan, eux, ils ont voté contre. Et tous les autres partis d'opposition, c'est bien simple, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas participer à cette mascarade et ils sont barrés, ils ont quitté la salle. Voilà. Alors, il y a aussi quand même un véritable autre scandale, c'est celui des autotests. C'est simple, les autotests, ils vous permettent de vous tester vous-même et vous avez le résultat dans à peu près 20 minutes. Tous les pays l'utilisent. Au Japon, on les trouve même dans les distributeurs automatiques. En France, non. Non, non, non. On nous avait dit que ce serait en vente dans les pharmacies et les supermarchés. Et puis, non, M. Véran a dit non, 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 c'est pas si simple. Ça nous rappelle un peu le temps des masques où Sibeth Ndiaye nous disait c'est très difficile de porter les masques. Non, 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 non. Il faut d'abord faire une expérimentation. Finalement, il paraît qu'ils seront en vente le 12 avril. Mais attention, seulement en pharmacie, pas dans les supermarchés. La France, toujours en avance, toujours en avance.
Alors, pression également sur des questions importantes, notamment celle des autotests. C'est l'un des sujets qui est dans le débat public depuis quelques temps, mais on n'en voit pas la couleur. Où sont ces autotests aujourd'hui ? Ils sont dans les entrepôts, dans les différentes villes de France, en attendant que le ministre de la Santé veuille bien comprendre à un moment, mais je pense qu'il va comprendre, j'espère que ce ne sera pas trop tard, que c'est un moyen de faire que le président de la République pourra tenir sa promesse de réouvrir un peu le pays le 15 mai. Sans ça, c'est impossible. Sans les autotests, l'horizon, parce qu'il faut quand même noter que c'est ce qu'on a retenu hier de l'allocution du président le 15 mai. Vous dites sans les autotests, impossible. Avec 20 millions de personnes vaccinées en France, vous ne pouvez pas rouvrir le pays à la dimension de ce que pensent les gens que ça va être. C'est-à-dire, il a dit le 15 mai, les gens ils se sont dit le 15 mai, on va revivre. C'est possible. C'est possible de faire revivre les Français le 15 mai, mais pas uniquement avec 20 millions de vaccinés. C'est possible si jamais on a un pass sanitaire, si jamais les gens savent utiliser des autotests. On a 1 mois et demi pour le faire. Ça devrait déjà être en route. Et pour l'instant, on nous parle d'une expérimentation qui débuterait le 15 avril où les gens iraient se tester eux-mêmes, mais dans les pharmacies, sous l'œil du pharmacien. Mais pourquoi encore une usine à gaz ? Le 14 mars dernier, Martin Blachier, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, voici ce qu'il disait. Il assurait que les autotests étaient déjà ou bientôt disponibles dès cette semaine en pharmacie ou en supermarché, ajoutant « ça va être très facile à organiser ». Mais où est le problème ? Mais moi, je suis entièrement d'accord avec Jérôme Salomon, je suis entièrement d'accord avec le président qui semble convaincu de ça, je suis entièrement d'accord avec la HAS qui a donné son accord, je ne suis pas d'accord avec le ministre de la Santé qui bloque. Faut être très clair. Mais pourquoi bloquerait-il alors que ça peut être un facilitateur pour un horizon le 15 mai ? Mais il l'a clairement dit, il a été interrogé sur une chaîne concurrente et il a dit que lui, il n'y croyait pas, qu'il pensait que c'était pas sûr, qu'il pensait que ça allait créer au contraire des problèmes. Donc voilà, donc il a clairement donné sa position, donc on sait qui bloque aujourd'hui, on sait que c'est lui. Le problème, c'est que c'est en train d'être très développé en Allemagne, que Boris Johnson a signé des énormes contrats pour tester tous les enfants dans les écoles, pour essayer de réouvrir l'Angleterre malgré la vaccination avec ses autotests, et qu'aujourd'hui on a un ministre de la Santé qui en France bloque. Mais pouvez-nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il y a un lobby ? Parce que nous on a du mal à comprendre, le grand public, peut-être ceux qui nous écoutent en ce moment, pourquoi on bloquerait un outil qui nous permettrait de vivre peut-être plus normalement à un horizon pas si lointain ? Écoutez, si on fait un tout petit peu d'analyse, il y a 2 possibilités. Soit il ne comprend pas. Dans ce cas-là, moi, je suis disponible pour aller lui expliquer dans son bureau au ministère de la Santé. Il n'y a aucun problème. J'ai plein de slide decks. Vous croyez qu'il va vous recevoir, vous, Martin Blachier ? Je pense qu'il ferait bien. C'est la meilleure chose qu'il aurait à faire. Ça lui éviterait de faire une grosse bêtise. Ou l'autre chose, c'est qu'il veut faire plaisir à d'autres personnes en pensant qu'il a des comptes à rendre aux pharmaciens, aux laboratoires d'analyse qui ont peut-être beaucoup investi. Et moi, ce que je dis dans ce cas-là, qu'il leur fasse un chèque et qu'il ne nous bloque pas le pays uniquement parce qu'il doit quelque chose aux laboratoires d'analyse ou aux pharmaciens. Je pense qu'on a une vraie porte de sortie avec ces autotests et que maintenant, il faut y aller. On n'a pas le choix. Et s'il n'y va pas, il va le regretter dans un mois, je pense, quand au 15 mai, les Français iront devant lui et diront alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? En conclusion, vous ne croyez pas qu'on pourrait tout rouvrir avec des masques et avec des jauges ? On pourrait rouvrir même les bars et les restaurants, au moins en terrasse ? Confier la logistique de la vaccination à l'armée, parce qu'au moins à l'armée, eux, ils savent faire la logistique. Donner des masques FFP2 aux personnes fragiles et à tous ceux qui sont en contact avec le public, comme les enseignants, comme les soignants et bien d'autres. Faire une rotation des heures de travail en entreprise, comme le suggère Mélenchon, afin d'éviter la cohue dans les transports en commun. Laisser les médecins prescrire. Arrêter la fermeture des lits d'hôpitaux et distribuer massivement des autotests. Tout le monde pourrait se tester 2 fois par semaine dans les entreprises comme dans les écoles. On pourrait même se tester avant d'aller dîner chez des amis. Ce serait pas ça, vivre avec le virus en attendant la fin de la lente vaccination, et surtout faire taire les enfermistes en blouse blanche, les oiseaux de mauvais augure, sortir de ce climat anxiogène et cesser de vivre dans la peur. Oui aux gestes barrières, non aux fermetures. Quand il y avait le sida, on mettait des préservatifs, mais on faisait quand même l'amour. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments.
Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentils, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.